Vous êtes un Oui, fan de foot? je suis pas un fan, non, je le reconnais, moi. J'ai pas regardé le match hier soir, hein, j'ai pas pu, mais bon, on est toujours content quand l'équipe de France gagne, mais je suis pas un spécialiste et je suis pas un fan. Donc là, vous étiez content hier soir. Oui, bah oui, comme tout le monde. Bon, Ouais. on peut pas sans plaisir. Thomas Cluzel, Oui, Michel Rocard à la l'autre une. sujet, évidemment, c'est l'hommage rendu à Michel Rocard. Alors, on ne saura jamais ce qu'aura été la France si Michel Rocard avait accédé à l'Élysée. Diriez-vous, Jean-Claude Mailly, qu'elle ressemblerait, sans doute peu ou prou, à celle d'aujourd'hui, avec au sein du gouvernement des hommes forts tels que Emmanuel Macron ou Manuel Valls? Oui, je pense que la pensée de Michel Rocard peut influer sur des gens comme Valls et Emmanuel Macron. Quoique Macron n'a jamais été adhérent d'un parti politique, à ma connaissance, quel qu'il soit. Mais enfin, ce poids du marché, qui est mis en avant aujourd'hui, y compris par le Premier ministre, mais même le Président de la République, et Emmanuel Macron, oui, c'est dans la philosophie que prônait Michel Rocard, même si je pense que ces derniers temps, ces dernières années, il relativisait un peu le poids du marché. Il avait quand même une vision à long terme, tout en ayant eu des désaccords avec lui. C'était un homme de débat. Michel Macron qui n'est pas au Parti Socialiste, vous en revanche Jean-Claude Mailly, vous y êtes? Oui, non pas militant, paradoxal? adhérent. Je suis adhérent au Parti Socialiste, mais ça fait 30 ans que j'y suis. Ce qui ne m'empêche pas de dire ce que je pense en tant que responsable syndical, et je pense être un des plus critiques d'ailleurs dans les responsables syndicaux, ça s'appelle l'indépendance syndicale. Michel Rocard, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette une du magazine Du Point et qui a recueilli sa toute dernière interview où il qualifie la gauche française, Michel Rocard, de plus rétrograde d'Europe. Un testament politique, titrait l'hebdomadaire. L'entretien s'ouvre sur ces mots. Pour diriger une société, il faut la comprendre. Or, on ne peut plus se comprendre. Jean-Claude Mailly, c'est effectivement à ce niveau-là de déprime qu'est notre société aujourd'hui, un dialogue de sourds. Ah, mais il n'a pas tort, mais je pense surtout que les responsables politiques n'essayent pas de comprendre la société. Je dis pas qu'ils la comprennent pas, mais ils n'essayent pas de la comprendre, ou ils ferment les yeux sur toute une série de réalités économiques, sociales, pensant qu'ils ont obligatoirement raison, ou qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire du libéralisme. Je pense qu'il y a un vrai hiatus qui explique la montée des populismes, chez nous comme ailleurs. Pour Michel Rocard, on ne se comprend plus également parce qu'on ne sait plus inscrire son action dans un temps long. On est trop court-termiste aujourd'hui, en tout cas nos responsables politiques, nos responsables publics. On ne débat plus, on n'échange plus suffisamment d'idées. On est dans une société de l'information en tout continu. Il est là le problème. Oui, c'est un des problèmes, le court-termisme. Mais ça, c'est lié au poids pris par les marchés, le libéralisme qui résonne à court terme. On n'a pas de projet à 5, 10 ans. On va vous emmener. Après, c'est comme un marin. Il y a un cap. Après, pour atteindre l'objectif, on peut faire des bords, comme on dit. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas de projet. Et l'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où on va. On a l'impression de flotter au gré des fluctuations des marchés financiers. Michel Rocard, on imagine que vous l'avez, Jean-Claude Mailly, rencontré à de nombreuses reprises. Il aurait fait un bon président de la République? Je ne sais pas s'il aurait fait un bon président de la République. En tous les cas, il l'a pas été. Il a trouvé quelqu'un d'autre sur son chemin qui s'appelait François Mitterrand. Mais c'était un homme de débat. Moi, y compris quand on était en contradiction totale. Moi, je me souviens quand il était ministre du Plan au début des années 80, nous étions en total désaccord avec le texte qui était proposé. Certains fonctionnaires du plan voulaient que Michel Rocard nous rende violemment dedans, en disant c'est inacceptable ce que dit est faux. Et je me souviens qu'il avait dit attendez, on n'est pas d'accord, mais c'est une expression, il faut les écouter. Voilà, c'était un démocrate. Thomas Cluzel. Le journal L'Opinion donc consacre ce matin sa une à la lutte finale Hollande et le MEDEF et note que les échanges entre gouvernement et patronat tournent à présent au dialogue de sourds. Qu'est-ce qui, selon vous, Jean-Claude Mailly, empêche aujourd'hui le gouvernement finalement de reculer sur un texte, en l'occurrence là le travail, que tout le monde semble a priori rejeter, que ce soit la majorité des syndicats ou même le MEDEF? Je pense que c'est tout simplement une posture politique. Après la déchéance de nationalité, je pense qu'ils font quand j'ai eu la discussion avec le Premier ministre, la seule réponse qu'il m'ait faite, c'est maintenant c'est une conviction. Bah oui, mais une conviction, ça suffit pas pour maintenir un texte qui est minoritaire partout. Chez les salariés, il est minoritaire. Chez les syndicats, il est minoritaire. Ceux qui l'approuvent représentent 35%, donc ceux qui la condamnent 65%. Dans la population, c'est minoritaire. Le patronat, c'est un peu plus complexe quand même, parce que sur le point clé qui reste, le fameux article 2 sur l'inversion de la hiérarchie des normes en matière de durée du travail, Gattaz est pour. C'est la seule organisation patronale qui est pour d'ailleurs. Mais là, donc je pense que c'est uniquement de la posture, perspective de présidentielle. C'est plus le texte et le fond du texte qui compte malheureusement.
Loi travail, contestation sociale vers un été social. Jean-Claude Mailly, vous êtes ce matin notre invité. Depuis 7h20, Jean-Claude Mailly, le leader de Force ouvrière, est notre invité. Vous étiez en tête de cortège, Jean-Claude Mailly, aux côtés de la CGT lors des précédentes manifestations contre la réforme El Khomri. Demain, la loi travail revient à l'Assemblée. Une nouvelle journée d'action est annoncée. Vous en serez ? Force ouvrière, on sera. Oui, moi j'avais dit que sur Paris, je parle bien de Paris, les choses deviennent compliquées à organiser, puisque du fait de la présence de casseurs, il faut à la fois des forces de sécurité importantes, des services d'ordre importants, et pour assurer ça, il faut quasiment montrer patte blanche pour venir à la manifestation. Donc ça devient un peu compliqué à équilibrer les choses. Mais donc, ce sont les si vous n'y êtes pas demain, c'est pour des raisons logistiques et de sécurité. Force ouvrière sera. Moi non, je n'y serai pas parce que j'ai un engagement. C'est les 60 ans demain de l'Institut du travail de Strasbourg. Donc il y a un débat auquel j'étais prévu et j'honore mon engagement. Mais Force ouvrière sera présent demain à Paris dans la manifestation. Et Force ouvrière appelle à une nouvelle journée de mobilisation demain, une 12e. Oui, mais nous étions réservés sur Paris, compte tenu de ce contexte. Les 6 autres organisations étant pour, on est solidaires, donc on y sera. En février, vous jugiez, Jean-Claude Mailly, l'avant-projet de loi inamendable. Aujourd'hui, vous le jugez perfectible ? Perfectible, c'est pas, je pense pas que ce soit le mot qui convienne. Il y a encore de points très lourds dans ce projet de loi. L'idéal serait de les retirer, mais visiblement, le gouvernement n'est pas sur cette leçon d'onde. Il a juste amélioré un élément sur assurer demain un rôle pour les branches, c'est-à-dire pour les conventions collectives nationales, mais toute la partie temps de travail, avec l'inversion de la hiérarchie des normes, demeure. C'est pas anodin. Je vais prendre un ou deux exemples. Avec l'histoire des heures supplémentaires, par exemple, de pouvoir dire quel sera le niveau des heures supplémentaires, la majoration pour les premières heures entre 10 et 25% au niveau de l'entreprise et non plus au niveau national, ça va générer du dumping social et de la pression des donneurs d'ordre sur les sous-traitants. Je prends un deuxième exemple, le travail à temps partiel. Aujourd'hui, le délai de prévenance d'un salarié à temps partiel sur son emploi du temps, c'est entre 3 et 7 jours, mais c'est défini nationalement. Demain, ce sera défini localement, dans l'entreprise. Et beaucoup de femmes seront concernées, parce que je rappelle que 78% des gens qui sont à temps partiel, ce sont des femmes, avec un salaire médian de 820 €. Si elles sont plus prévenues 7 jours avant, mais 3 jours avant, bravo pour l'articulation entre vie privée et vie professionnelle. Voilà, c'est 2 exemples concrets, il y en a d'autres. Là-dessus, le gouvernement est complètement, dès qu'on dit article 2, le Premier ministre se fige. Voilà, il veut pas en discuter. Donc, et quand on dit article 2, les syndicats et Force ouvrière et la CGT aussi se crispent quand même aujourd'hui. Oui, mais attendez, on en est à ce niveau de tension, non ? Oui, mais je considère que nous sommes beaucoup plus souples que le Premier ministre, puisque nous voulions le retrait complet de l'article 2. Après, on a identifié 4 points lourds sur l'article 2. Aujourd'hui, vous ne demandez plus le retrait total de l'article 2. Là, aujourd'hui, qui retire l'article 2, puisque on peut pas discuter. Alors, quand vous êtes face à un mur, ce mur ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit, on n'y touchera pas. Bon, à ce moment-là, retirez-le. La semaine dernière, vous demandiez des garde-fous. Aujourd'hui, vous redemandez le retrait. Non, mais j'ai identifié 4 points sur lesquels on voulait à minima que change l'article 2. Les heures supplémentaires, le travail à temps partiel, le travail de nuit et la durée maximale hebdomadaire. Ça, c'est toute la question du temps de travail. Et sur ce point, si la ministre du Travail vous répond que c'est hors de question d'y toucher, que ça dénaturerait complètement l'esprit du texte. Oui, ça dénaturerait un texte complètement libéral que soutient d'ailleurs Monsieur Gattaz. Faut bien comprendre les choses. L'inversion de la hiérarchie des normes, mais c'est faute de l'expliquer. Quand vous citiez Rocard tout à l'heure, qui disait on n'arrive pas à se comprendre. Je suis pas sûr qu'on n'arrive pas à se comprendre, c'est qu'on a des gens fermés. Quand on a un texte de ce type, il suffit d'aller regarder ce que ça a donné dans les pays où ça s'est fait. En Espagne, au Portugal ou dans d'autres pays, ça a été une catastrophe sociale et économique. Et quand on leur dit ça, ils ferment les yeux, comme si ça n'existait pas. Moi, je rappelle qu'en Espagne, le fait d'avoir remis en cause les négociations de branche, ça a fait chuter le nombre de salariés couverts par une convention collective en 4 ans de 12 millions à 7 millions. Est-ce que l'on veut faire ça demain pour la France? Voilà, c'est des questions précises et on n'a jamais de réponse. Si la seule réponse qu'on vous fait, non, c'est une question de philosophie, de conviction, on n'y changera pas. Non, la réponse qu'on vous fait, c'est et si ça peut relancer l'emploi, pourquoi pas? Ça, en assouplissant les conditions du travail. Ça ne changera rien. C'est un vieux débat, lancé notamment par Helmut Schmidt dans les années 70. Les profits d'aujourd'hui feront les emplois de demain. On sait très bien que ça n'a jamais marché. Et c'est pas plus de flexibilité. Aucune étude, même l'OCDE ou d'autres organismes internationaux n'ont fait la démonstration, et le disent d'ailleurs, que plus de flexibilité, ça crée de l'emploi. Je vois pas pourquoi, là, ça en créerait. Si la croissance
repart un peu. C'est pas lié à ça, c'est évident. Alors, mercredi dernier, en tout cas, devant les députés socialistes, Myriam El Khomri a rappelé qu'il n'était pas question de toucher à cet article 2 sur la question du temps de travail, à cette primauté des accords d'entreprise en matière de temps de travail, pierre angulaire de sa réforme. En revanche, a promis la ministre, des amendements vont être déposés demain à l'Assemblée où le texte arrive en deuxième lecture, où les branches reprendraient le dessus en matière d'égalité professionnelle, de pénibilité, de formation professionnelle, entre autres, mais donc pas de temps de travail. C'est bien, mais peut mieux faire, vous dites encore ça. Oui, tout à fait. Ils avaient complètement oublié les branches dans la première version du projet de loi. Donc, ils reprennent 4 thèmes qui existaient, ils en ajoutent 2, l'égalité professionnelle et la pénibilité. J'ai même demandé, moi, l'inscription d'un autre thème. J'ai pas de réponse, c'est l'emploi, les conditions d'emploi. Donc ça va dans le bon sens, c'est une avancée. Moi, je dis les choses, je suis pragmatique, mais dans le même temps, ils ne peuvent pas faire ça d'un côté et rester figés comme ils le sont. Ils le paieront, vous savez, d'une manière ou d'une autre, parce que si ça passe comme ça, nous, on va en permanence être au quotidien de ce qui se passe dans les entreprises, etc. Suite au vote de ce projet de loi, s'il passe en l'état, donc ça va être comme le chewing-gum la semelle, ça va leur coller aux bases pendant un bout de temps. Plus catégorique que vous, la semaine dernière, à l'issue de la rencontre mercredi, il y avait Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, qui a continué d'afficher son profond désaccord avec le gouvernement. Pas de réel progrès, selon lui, dans les dernières discussions. Où en est l'intersyndicale, menée entre autres par Force ouvrière et la CGT? Vous êtes toujours... Ah oui, non, l'intersyndicale... Sur la même ligne? Oui, bien sûr. Écoutez, on avait signalé il y a quelque temps qu'il y avait 5 points durs sur le texte en tant que tel, dont l'article 2. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a la médecine du travail, il y a aussi d'autres textes, le référendum, etc. La CGT faisait la même analyse, a dit aussi il y a les 5 points durs. Donc on s'est rencontrés la semaine dernière, on se rencontrera à nouveau la semaine prochaine, cette semaine aussi. Non, ça tient. Mais vous savez, il y aura des choses cet été, pas des manifestations, mais il y aura des choses cet été. Je disais la semaine dernière que je m'attendais, moi j'écoute dans les déplacements ce que disent les salariés, que je souhaitais bon courage au ministre quand il se déplacerait dans les temps à venir. Je crois que le Premier ministre a eu une première expérience la semaine dernière à Montpellier. Il y en aura d'autres, je pense. À quelles conditions, clairement, soutiendrez-vous ce texte maintenant? Il faut qu'il y ait une modification profonde de l'article 2 et c'est mal barré. Ça, c'est la condition ultime. Ah oui, je l'ai encore dit le matin même. Si la modification est profonde, vous sur les points, actions. on pourra dire, c'est à soutenir, on pourra dire, enfin ça a évolué, mais on en est loin aujourd'hui. Vous appelez donc à des actions de péage gratuits pour l'été. Par exemple. La CGT juge que les manifestations, malgré les débordements, malgré les restrictions, ont payé et qu'il faut continuer sur ce registre. Pourquoi vous pensez aujourd'hui qu'il faut peut-être chercher d'autres formes d'action? Ah non, mais attendez, ça, on verra à la rentrée. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais dans l'immédiat, sur Paris, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, je vous rappelle quand même que on m'aurait dit ça il y a 6 mois, je ne l'aurais pas cru, que j'aurais dû un jour demander un entretien au ministre de l'Intérieur pour faire respecter la liberté de manifester. On m'aurait dit ça il y a 6 mois, j'aurais demandé si le camarade qui me disait ça, il avait fumé un joint, quoi. Voilà. Donc, pourtant, c'était une réalité. Alors, il y a eu quand même des débordements. Il y a aussi des risques d'attentats. Le contexte est assez particulier. Je suis d'accord, mais on a fini par faire respecter la liberté de manifester. Heureusement que le ministre de l'Intérieur a certaines attaches républicaines. Je vais dire ça comme ça. Mais après, on a une période d'été. Les manifestations, c'est pas aussi évident dans la période d'été. Les gens ont le droit aussi de prendre des congés. Mais nous l'avons dit, nous donnons, y compris rendez-vous en septembre. On verra les modalités, parce que voter ou pas. En tous les cas, si c'est voté en l'état, il y aura toujours des conséquences. Et on ne lâche pas comme ça un combat qui est un combat important pour les salariés, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Donc l'été, en termes de mobilisation, sera plutôt calme, c'est ce que vous nous annoncez. Oui, mais il y aura d'autres interventions. C'est pas voir ici ou là une opération péage gratuit ou autre chose. Ça, on va pas laisser tomber. Péage gratuit ou plage gratuite, attention. Ah oui, il y a des plages payantes, oui, ça je vais pas penser. Mais enfin, vous savez, les salariés ont de l'imagination et je leur fais confiance là-dessus. Vous parlez aussi, Jean-Claude Mailly, d'intensifier le lobbying sur les parlementaires. Rappelons donc que la loi arrive demain en deuxième lecture à l'Assemblée. Ce pouvoir de lobbying des syndicats est encore assez méconnu, encore peut-être pas tabou, mais comment ça se passe exactement, ce lobbying sur les parlementaires? Ça veut dire qu'on demande à les rencontrer. Moi j'ai rencontré et ils veulent bien vous rencontrer? Comment? Ils veulent bien vous rencontrer? Pas tous.
je reconnais. Il y en a un qui est hermétique à rencontrer Force ouvrière et je pense la CGT, c'est le président du groupe socialiste. Il s'est replié dans son bunker et il veut pas de rencontre des syndicats avec le groupe socialiste. Alors mais bon, du coup, ça a généré des réactions chez d'autres députés socialistes, donc on les a rencontrés à plusieurs reprises, mais j'ai rencontré les autres groupes parlementaires. Il est important que les députés connaissent la position des uns et des autres, qu'ils puissent se forger eux-mêmes leur opinion. C'est eux qui vont voter. Donc on continue à avoir des contacts, expliquer les positions, toute une série de députés de la majorité ou de l'opposition. Jean-Claude Mailly répond que c'est Michel Rocard, le réformiste disparu samedi, qui détient le record d'utilisation du 49.3, actionné 28 fois en 3 ans entre 1988 et 91. Le 49.3 à nouveau brandi par le gouvernement, le 49.3 qui pourrait tomber cette semaine éventuellement si les débats à l'Assemblée se passent pas comme prévu pour faire passer le texte en deuxième lecture. S'il était à nouveau utilisé, comment réagiriez-vous ? C'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Alors c'est constitutionnel, certes, puisque c'est prévu dans la Constitution, hein, l'article 49.3. Mais j'aimerais bien quand même que les responsables politiques aient un peu de cohérence. C'est bien gentil quand on est dans l'opposition de dire, comme l'actuel président de la République, quand il était dans l'opposition en 2006, il fustigeait l'utilisation du 49.3. Manuel Valls, dans l'opposition, pensait qu'il fallait supprimer cet article de la Constitution. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils l'utilisent. Donc il y a un peu de cohérence, ne nuirait pas. C'est constitutionnel, certes, mais je considère que c'est un passage en force, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire qu'on interdit les débats normaux dans une démocratie. Dans une démocratie, le Parlement doit avoir le dernier mot. Alors certes, dans notre Constitution, c'est pas évident, parce que on voit bien que quand un rapporteur sur un projet veut présenter des amendements, il faut pratiquement qu'il ait l'accord du gouvernement. Donc, in fine, c'est pas réellement le Parlement qui a le dernier mot. Mais l'utilisation du 49.3, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il n'y a pas de majorité. Donc, c'est une manière de contourner une majorité. Ça signifie aussi que c'est la fin de la bataille. À quoi ça servira de se remobiliser en septembre ? Parce qu'il y aura les conséquences. Si cette loi est votée, il va y avoir des conséquences sur les heures supplémentaires, sur le travail à temps partiel, sur le travail de nuit, sur les astreintes. Il y aura toute une série de conséquences et on saura les mettre bien en avant. Je vous dis bien, ce sera, on appelle ça comme on veut, mais en tous les cas, le chewing-gum qui va leur coller au basket pendant un bout de temps. Un mot, Jean-Claude Mailly, du compte personnel de prévention de la pénibilité. 6 nouveaux critères sont entrés en application au 1er juillet. Inapplicable, répond le patronat, MEDEF et CGPME main dans la main. Usine à gaz, dispositif absurde face à la fronde patronale. Vous dites au gouvernement de ne pas céder ? Oui, mais attendez, quand j'entends le président du MEDEF dire « on n'appliquera pas la loi », je ne savais pas que Pierre Gattaz était un des partisans de la désobéissance civile. Bon, alors qu'il conteste le texte... Moi-même, j'ai expliqué que ça avait un côté usine à gaz. Non pas pour les grandes entreprises qui s'en sortiront toujours parce qu'elles ont les DRH, les services, etc. Mais dans les petites entreprises, c'est pas aussi évident que ça. Maintenant, c'est voté, il faudra que ça s'applique. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir des négociations de branches. Il y en a très peu de branches qui ont négocié sur cette question pour essayer de mettre des référentiels qui soient plus facilement applicables par les petites entreprises qui n'ont pas de DRH, etc. Maintenant, ça existe. Vous savez, au mieux, ça fera partir les gens 2 ans plus tôt. Je rappelle qu'il y a peu de temps, la retraite était encore à 60 ans, donc c'est pas une avancée majeure non plus. Maintenant que c'est voté, il faudra que ça s'applique. Si ça vaut pour le compte pénibilité, ça vaudra peut-être aussi pour la loi travail. Oui, face à la fronde syndicale sur la loi travail, vous recommandez au gouvernement cette fois de céder. Ouais. Ce qui n'empêche pas de contester une loi, même qu'elle s'applique. C'est 2 poids 2 mesures quand même. Non, c'est pas 2 poids 2 mesures. On peut... non, mais quand je dis... une loi, on l'applique ou pas. Quand le patron n'est pas d'accord, faut quand même l'appliquer. Quand vous êtes pas d'accord, on est pas sûr de l'appliquer. Mais attendez, non, c'est pas ça que je dis. Je dis, si la loi, projet de loi travail devient une loi votée telle qu'elle est aujourd'hui, elle s'appliquera, bien entendu. Mais ça nous empêche pas de contester ses applications, voilà, mais elle s'appliquera. On vous a entendu récemment dénoncer le deal des minoritaires où vous mettez dans un même panier François Hollande, Manuel Valls et Pierre Gattaz. Et Laurent Berger. Et Laurent Berger, pardon, oui, de la CFDT. Vous avez visiblement aucune affinité avec ce gouvernement, mais vous avez encore votre carte au Parti socialiste. Oui. C'est paradoxal ? Non, c'est pas paradoxal. À titre personnel, je considère que je suis toujours socialiste. C'est peut-être le gouvernement qui ne l'est plus. On entendait quand même qu'il y a aussi de l'eau dans le gaz. On évoquait tout à l'heure la une de l'opinion entre François Hollande et le MEDEF après la belle union, le mariage autour du pacte de responsabilité. Aujourd'hui, il semblerait quand même que les rapports soient plus compliqués. C'est la réussite de ce quinquennat, avoir réussi à se mettre à dos tous les partenaires sociaux. Oh, mais c'est pas aussi évident que ça du côté. Je pense qu'il y a une opération communication du côté du MEDEF. Sur la pénibilité, ils ont toujours tenu
tenu ce même discours. Je rappelle que le pacte de responsabilité plus le crédit d'impôt compétitivité emploi, en cumul sur 3 ans, ça fait plus de 100 milliards d'euros. Les 100 milliards et 1 million d'emplois, on en est loin du pins de Monsieur Gattaz. Donc, non, le patronat a été globalement bien servi, notamment les grandes entreprises. Depuis le début du quinquennat, l'article 2, vous savez, les artisans le contestent, les PME le contestent, il y a que le MEDEF qui est pour. Donc, je pense qu'il y a une opération mais je pense aussi, c'est ce qu'on m'explique en tous les cas, que du côté du MEDEF, il y en a pas mal qui font de plus en plus de la politique à un an de la présidentielle. Dernière chose, Jean-Claude Mailly, Michel Rocard a affiché un pessimisme total sur l'Europe dans un forum de l'Obs en novembre dernier. Il rappelait que l'Europe, pour lui, c'est fini, qu'on avait raté le coche, que c'était trop tard. Vous avez récemment dressé un parallèle entre la loi travail et l'issue du référendum britannique. Oui. Pour vous, une des leçons du Brexit, c'est quoi? L'urgence pour l'Europe à renouer avec les citoyens? Oui, c'est une formule qu'a utilisée Jean-Marc Ayrault et là-dessus il a raison. Il y a les citoyens et les travailleurs, qu'est-ce qu'elle apporte l'Europe? Ils ont toujours le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, que c'est de la remise en cause de droits, une croissance faible, des inégalités qui progressent. Donc ce sont les modalités. Moi, je suis pour l'idée européenne, mais contre la manière dont l'Union européenne fonctionne. Donc c'est l'idée européenne, ça doit être un objet de progrès, un objet d'harmonisation vers le haut, ce qu'elle n'est pas depuis maintenant pas mal d'années. Donc là, sinon, effectivement, l'Europe courra sa perte. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly.